Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties. C'est le JT des territoires dans un instant qui va démarrer. Puis c'est Territoire d'info avec l'invité politique en direct ce matin. Aujourd'hui, c'est Jérémy Decercle qui est candidat sur la liste La République en marche aux élections européennes. Maintenant qu'on connaît le programme de cette liste, on a évidemment beaucoup de questions à lui poser. Et puis c'est Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire au Sénat en 3e partie. Dans un instant, c'est le JT des territoires que je vais vous présenter et il est réalisé avec les télévisions locales de France et le réseau VIA. A tout de suite. La crise des Gilets jaunes a eu des conséquences sur l'attractivité du centre de certaines villes. La ville de Nancy et la métropole du Grand Nancy ont décidé d'aider les commerçants avec des mesures visant à développer l'attractivité du cœur de ville. L'opération Samedi à 2 € a pour but d'attirer les visiteurs et les Nancéens dans le cœur de la ville. Les week-ends à Nancy, un programme fourni de manifestations festives est également en plein développement. Il comprend notamment plusieurs dates de concerts, vous allez voir, un programme qui vient s'ajouter aux événements habituels qui ont lieu à Nancy durant la période estivale. C'est Anthony Girard pour Via Mirabel qui nous en parle. Depuis près de 6 mois, les manifestations, entre autres de Gilets jaunes, continuent d'occuper l'espace public et notamment les centres-villes. Une ambiance de contestation qui nuit au commerce du cœur de ville de Nancy, même s'il a été relativement peu impacté par ces manifestations. Exemple avec ce chocolatier qui a noté un ralentissement de son activité. Ça a quand même un impact parce que ça a créé une atmosphère et une ambiance qui n'était pas trop festive, nettement moins que les autres années, et du coup ça a un petit peu réduit l'activité. Une ambiance quelque peu délétère à laquelle la ville de Nancy, la métropole du Grand Nancy et leurs partenaires veulent remédier en mettant en place des mesures pour aider les commerçants. Objectif, développer l'attractivité du centre-ville grâce à une grande opération appelée Samedi à 2 €. On a travaillé sur trois directions. La première direction, c'est simplifier l'accès du centre-ville. Ça veut dire un passe-journée à 2 €, autant de trajets qu'on veut chaque samedi de la fin mai à la fin juillet pour 2 €. Et puis le stationnement aussi de son véhicule en parking toute la journée pour 2 €. Voilà. Donc une opération Samedi à 2 €, transport en commun, parking. Une opération à laquelle s'ajoute également tout un programme d'animation musicale les samedis, durant toute la période estivale, avec notamment des apéros-concerts, mais aussi de nombreuses déambulations musicales de type brésilienne dans les rues du centre-ville. Alors, le but de ce programme est de donner l'impression et de faire comprendre aussi à la clientèle que le samedi n'est plus un jour mort de commerce. Et c'est se dire que le samedi reste une journée importante de commerce et mettons en place des actions pour prouver en fait à la clientèle et à nos potentiels clients que la situation n'est pas catastrophique à Nancy et qu'il est bon de commercer en fait au centre-ville de Nancy. La municipalité de Nancy et ses partenaires misent donc sur l'esprit de fête afin de développer l'attractivité du cœur de ville. Un programme encore en cours d'élaboration qui vient s'ajouter aux événements annuels de la période estivale nancéenne. On se rend en Occitanie à présent où près de 8000 entreprises sont impactées par le Brexit. Le secteur de l'agroalimentaire et de la viticulture sont principalement touchés. Et pour aider les commerçants et les sociétés à se préparer au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, des réunions et ateliers sont organisés par le Conseil régional ainsi que les préfectures. Mais les constants reports du Brexit commencent à épuiser les sociétés qui attendent une fois pour toutes une date fixe. Geoffrey Priol pour Via Occitanie nous en parle, regardez. Le Brexit, plus il est reporté, plus il inquiète Thomas Whittington. Cet analyste anglais dans le secteur de la défense réside à Toulouse depuis 8 ans maintenant et le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne va lui poser des problèmes sur son titre de séjour en France.
Le gouvernement britannique n'a montré aucun intérêt pour les Anglais qui vivent en Europe. Tout le monde nous ignore, y compris le Bureau des Affaires étrangères. Donc je pense que les nombreux Anglais qui vivent dans le sud de la France sont très en colère contre notre gouvernement et leur incompétence. Mais ce Brexit ne touche pas seulement les ressortissants anglais, ce sont aussi les entreprises de l'Occitanie qui sont impactées. Le premier secteur touché, c'est le secteur de l'agroalimentaire et de la viticulture, parce que rappelez que sur tous les vins qui sont exportés au Royaume-Uni, près d'un quart proviennent de l'Occitanie. Et puis également les 8000 entreprises qui commercent avec le Royaume-Uni qui vont être impactées parce que les formalités administratives, les contrôles aux frontières vont être beaucoup plus complexes. À Montauban, l'entreprise exportatrice de pommes Blue Whale travaille sur le Brexit depuis 6 mois. Le marché anglais représente près de 25% de leur chiffre d'affaires. Alors, il faut prévoir tous les imprévus. C'est toute la documentation qu'on a sur le Brexit. Si ça se passe bien, ça sera bien, mais si ça se passait mal, qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est là où on a activé cette personne en Angleterre, on a déposé des demandes de dossiers, de reconnaissance, d'habilitation, il a fallu qu'on ouvre un compte bancaire, et on a pris toutes les garanties pour que cette personne en Angleterre puisse dédouaner en lieu et place de nous, pour faciliter la logistique et pour faciliter la livraison auprès des magasins. Brexit doux ou Brexit dur, le souhait maintenant des entreprises, c'est d'acter officiellement ce départ du Royaume-Uni, fixé au plus tard le 31 octobre. On ouvre une page éco-responsable dans ce JT des territoires, maintenant avec un bon exemple dans les Alpes-Maritimes, où en finir avec le gaspillage. En début de semaine, une charte a été signée à la mairie de Nice entre associations et principaux acteurs de la distribution pour en finir avec les invendus. Ils seront dorénavant distribués aux associations. Azur TV nous en parle, regardez. Ne plus jeter, en finir avec le gaspillage. La ville de Nice a décidé de venir en aide aux associations et aux moyennes et grandes surfaces. L'objectif, renforcer le lien entre les différents acteurs et coordonner la distribution. Pour pouvoir garantir que dans un monde où nous savons que nous arrivons facilement à une date de non-commercialisation d'un certain nombre de produits, mais avec une qualité de consommation qui reste malgré tout à un niveau très élevé, même à un niveau identique, que nous puissions mettre un terme à des gaspillages et en faire profiter plus de populations en situation de précarité et laisser moins de personnes possibles sur le bord du chemin. C'est une réalité, trop de personnes en France ne parviennent pas à manger à leur faim. La capitale azuréenne va donc mettre en place des actions pour aller plus loin. Une charte d'engagement pour plus de coordination entre grandes surfaces et associations, un site web dédié géré par un référent désigné au sein du CCAS, un numéro unique et un véhicule dédié. Il faut savoir qu'à Nice, quand même, nous avons un fort pourcentage de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 30% des Niçois. Donc ça veut dire qu'il y a des catégories de public extrêmement variées. Tout ce qui est DLUO, DDM, donc à consommer de préférence avant on avait 3 mois pour les donner aux associations. Ça, je n'étais pas du tout au courant. Donc pour nous, une fois que la date est dépassée, poubelle. Donc grâce à ça, on peut, et surtout pour ce qui est bébé, ce qui m'a d'autant plus surpris, on a 3 mois pour donner toutes les conserves, tout le sec, plus au frais, on a les fromages. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut donner après la date et qui sont super pour nous et pour les associations. Enfin, les invendus comestibles du Mine seront récupérés et de nouveaux locaux pour les Restos du Cœur ouvriront en novembre prochain pour accueillir au mieux les 1000 familles qui les fréquentent. Voilà, ils ont la cote, mais ils font partie également des professions préférées des Français. Ce sont les pompiers, mais les pompiers ligériens disent stop aux interventions en cas de nid de guêpe ou de frelons. Elles sont devenues trop automatiques et ne relèvent pas systématiquement d'un caractère d'urgence. Alors depuis le 1er mai, il faut débourser 150 € pour une intervention. Plus de détails avec Anthony Verpillon pour TL7. Regardez. C'est pour éviter les abus que le SDIS 42 rend le service d'élimination des hyménoptères payant. L'an dernier, sur les 60 000 interventions des pompiers de la Loire, 8 000 concernaient les guêpes et frelons, dont seulement 400 relevaient d'un caractère urgent. Il fallait donc dire stop. D'abord, c'est une constatation, c'est qu'il n'y avait plus que 3 départements en France qui continuaient de faire gratuitement ce que certaines entreprises proposent, moyennant finance. Chaque fois, il faut savoir que ça a un coût pour
pour le SDIS, puisque une intervention du SDIS, c'est un véhicule qui part, c'est 3 sapeurs-pompiers, ça a un coût d'environ aux alentours de 200-250 €. Et c'était gratuit. Concrètement, les pompiers pourront encore se déplacer gratuitement, mais uniquement si l'intervention relève d'un caractère urgent concernant ces nids de guêpes ou s'ils se trouvent sur un bâtiment communal. Mais alors, comment reconnaît-on le caractère urgent de la situation ? Alors il y a une discussion qui s'engage lors de la réception de l'appel, notamment sur la nécessité ou non de venir dans l'immédiat. La situation, je dirais le contexte, c'est savoir s'il y a une personne âgée, c'est savoir s'il y a effectivement des enfants de bas âge, savoir s'il y a un chantier qui est arrêté. Donc là, effectivement, on considère si c'est urgent ou non urgent. Si c'était urgent, donc on se déplaçait dans les minutes qui suivaient. Si c'était non urgent, on pouvait se permettre de décaler l'opération. Une évolution qui ne remet cependant pas en cause la mission de service public des pompiers. Nous, on veut vraiment se recentrer sur notre cœur de mission, le secours. On est très sollicités pour des missions dites là aussi de confort. Et on s'aperçoit de plus en plus que le monde sapeur-pompier, un petit peu par sa faculté de maillage, sa faculté de réponse, d'équipement, est très souvent sollicité à tort. Je prends cet exemple un petit peu extrême, mais qui, 2-3 fois par semaine, peut nous perturber. Et sachez que chaque année, les pompiers de la Loire enregistrent 330 000 appels, mais seul un 5e nécessite une intervention. Ils étaient les premiers à élever la race bovine japonaise Wagyu en France. Un bœuf réputé pour sa viande, considéré comme l'une des meilleures du monde. Tout a commencé il y a 10 ans quand les 2 agriculteurs Picard, Alexis et Antoine, se sont lancés le pari fou d'importer cette race en France. Aujourd'hui, ils ont 70 bêtes et vendent leur viande directement à des professionnels, mais surtout à des particuliers dans toute la France. Flavio Lapiana, pour WEO TV dans le Nord, notre partenaire, nous raconte cette belle histoire. Un peu de musique classique pour chouchouter des bœufs. De la race d'exception Wagyu, ces bovins donneront l'une des meilleures viandes du monde. Alexis et Antoine, 2 éleveurs de la baie de Somme, ont été les premiers à faire le pari fou d'importer des embryons de bœuf Wagyu du Japon. C'était en 2009 et aujourd'hui, ils sont à la tête d'un troupeau de 70 bêtes. Et pour obtenir cette viande similaire à celle de Kobe au Japon, il n'y a pas de hasard. Il y a une grande part de la génétique, puis on a aussi l'alimentation qu'on travaille depuis maintenant, ça fait à peu près 5 ans qu'on sort des bœufs, donc ça fait 5 ans qu'on essaye d'améliorer notre alimentation. La grosse particularité, c'est que les animaux sortent à peu près jusqu'à l'âge de 1 an et demi, 2 ans en pâture, et après ils restent entre 1 an et demi et 2 ans en finition dans le bâtiment. Donc ils sont nourris exclusivement à base de céréales, tourteaux de lin, enfin ils sont nourris en bâtiment. On a essayé de faire des bœufs à l'herbe, mais on n'arrive pas à avoir la qualité de viande qu'on désire. Manger moins de viande mais mieux, c'est pour s'adapter au nouveau mode de consommation que les 2 cousins ont décidé de proposer cette denrée rare. Mais leur objectif est de la rendre accessible à tous et de faire aussi connaître la race par la viande. Quand on découvre le gras qu'ils font dans la poêle, il y a cette petite odeur à la cuisson, il y a le goût de beurre fondu, enfin, c'est un ensemble de choses et souvent ça colle. On aime aussi rencontrer nos clients et pouvoir faire en fait du direct du producteur au consommateur. Ça permet de voir les animaux et rencontrer un petit peu nous, les éleveurs, et voir comment on nourrit les animaux, comment ça se passe. Pour poursuivre leur développement, les 2 Picards comptent élargir leur cheptel à une centaine de bœufs, tout en continuant la vente en circuit court, qui leur est chère. On poursuit ce JT des territoires. Avant de recevoir notre invité politique tout à l'heure, Jérémy De Serle, qui est candidat sur la liste La République En Marche aux élections européennes. Tout de suite, c'est les unes de la presse quotidienne régionale qu'on examine ensemble avant le club de la presse. A tout de suite. Bonjour Saveria, on démarre cette revue des unes de la presse quotidienne régionale, la PQR comme on dit, avec la dépêche. J'ai cru vivre ma dernière heure, c'est un témoignage à la une suite à une prise d'otage. C'est Monique, la patronne du commerce de Blagnac, qui raconte le face-à-face tendu avec le preneur d'otages. 5 heures d'angoisse avant que le jeune homme de 17 ans relâche les 4 femmes. La gérante, sa fille et 2 employés se rendent à la police. Placé en garde à vue, il dit avoir été mandaté par une milice privée. Armé pour le compte des Gilets jaunes, ce groupuscule dont il ne veut pas dire le nom, lui aurait fourni le Beretta dont il était muni pour passer à l'action. Une arme inoffensive cependant, puisqu'elle n'était chargée que de cartouches à blanc. L'homme devrait être déféré cet après-midi en vue de sa mise en examen par un juge toulousain.
Et puis à la une de Ouest France, dont la rédaction est dirigée par François-Xavier Lefranc, eh bien c'est ce qui coince dans la fonction publique. On en parlera également avec Guillaume Doyen dans un instant, qui est l'invité du Club de la Presse. L'ensemble des syndicats appellent à la grève ce jeudi contre le projet de loi de réforme de la fonction publique. Ils promettent que cette journée sera une étape forte. Tous rejettent ce projet de loi accusé de transformer le public pour l'aligner avec les règles du secteur privé. Le texte élargit notamment le recours aux contractuels, une façon d'engager des personnes pour des contrats courts sans les faire bénéficier de l'emploi à vie. En outre, la réforme encourage la mobilité des agents, autre point de crispation des syndicats. Et puis la Voix du Nord, dont la direction est assurée par Pierre Mauchamp, pose une question ce matin. Où va l'argent de l'Europe dans la région Nord-Pas-de-Calais? Depuis plusieurs années, l'Europe intervient aux côtés de l'État, des collectivités locales et des entreprises de la région pour cofinancer des projets locaux, très visibles ou plus discrets. Combien, comment? Décryptage donc à lire. En tout, ce sont 1,7 milliard d'euros qui ont été fléchés vers les Hauts-de-France depuis 5 ans. La région bénéficie d'aides européennes visant à réduire les inégalités entre régions via un mécanisme de redistribution du budget de l'Union depuis 2006. Ces fonds ont notamment cofinancé par exemple le Louvre à Lens, le tramway à Valenciennes, des formations professionnelles, des programmes de recherche ou encore des unités de méthanisation. Voilà, La Voix du Nord, le grand journal quotidien des Hauts-de-France. À la une de Nice ce matin, c'est SOS Patrimoine religieux qui est en danger, qui va intéresser Jérôme Cordelier, mon deuxième invité du Club de la Presse. L'incendie dramatique qui a ravagé Notre-Dame de Paris a mis en lumière les périls qui menacent notre patrimoine, notamment notre patrimoine religieux. Selon l'Observatoire de ce patrimoine religieux, près de 500 bâtiments sont menacés, 5000 réclament des travaux urgents. Exemple avec l'abbatiale Saint-Pons de l'hôpital Pasteur à Nice, un édifice qui a été récemment rénové. Merci Savéry, on vous retrouve pour la partie parlementaire de l'édition en fin d'émission. Tout de suite c'est le Club de la Presse, je vais vous l'annoncer, Guillaume Doyen et Jérôme Cordelier, à tout de suite. Bonjour messieurs, Jérôme Cordelier, on le rappelle, vous êtes le rédacteur en chef du Point pour les éditions locales. Merci d'être avec nous ce matin. Cyril. Et bonjour Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être là. Bonjour. Avec un programme qui prend à bas le corps la transition écologique. La République en marche, Jérôme Cordelier et ses alliés veulent capter l'électorat pro-européen. Enfin, ça y est, on connaît le programme. Oui, on connaît le programme. On l'a publié dès hier en exclusivité sur le site lepoint.fr. Et donc, la liste Renaissance. Oui, la liste Renaissance, 79 mesures, donc 9 mesures assez importantes. Je pense qu'on le détaillera notamment avec votre invité prochain. Jérémy de Serles, qui est candidat sur cette liste, qui est 4e en position éligible. Voilà. Alors, une liste pro-européenne, évidemment. Une liste un programme, très vert. À la transition écologique à mort, puisque la République En Marche soutient le programme du Conseil européen qui est de l'injection de 1000 milliards d'euros pour la transition écologique. Donc ça, c'est à l'horizon 2024, je crois. Donc ça, c'est important. Mais aussi une liste, un programme centriste et tourné vers la solidarité et l'humanité, on peut dire l'humanisme. Liberté, protection, progrès. Nous devons avoir tous ces piliers et bâtir une renaissance européenne, a résumé Emmanuel Macron lui-même, il faut le dire, en conclusion de ce programme. Alors Emmanuel Macron et Édouard Philippe s'investissent beaucoup dans ce programme. Mais ce qui est intéressant à noter, parce que c'est un des débats évidemment et des enjeux importants de la campagne sur les migrations, c'est cet affichage de la République En Marche d'essayer de réformer le droit d'asile et d'intégration. Donc c'est là où elle se distingue par rapport aux Républicains, par exemple, qui sont plus, Laurent Wauquiez est plus pour une Europe citadelle. C'est pas complètement l'avis de François-Xavier Bellamy, ils sont un petit peu quand même. Mais la République En Marche, elle prône donc une réforme du droit d'asile et d'intégration, et notamment en prenant des mesures pour aider les pays du Sud à mieux contrôler leur population, leur flux migratoire. Frontières, voilà, donc une aide plus en amont. Donc on peut dire un peu une réforme un peu de ce problème de manière un peu mature, et non pas seulement dans la coercition. Voilà, donc c'est évidemment
pierre d'achoppement avec les Républicains, mais aussi évidemment avec le gros challenger de La République En Marche sur cette élection, qui est le Rassemblement National. Et puis on reviendra avec vous après avec cette liste, 33 listes pour les élections européennes, donc vraiment un record battu. Guillaume Doyen, 2 mots. Premièrement, il arrive bien tard ce programme, dans la campagne. Et deuxièmement, je lisais ce que disait Stéphane Séjourné, le directeur de campagne de cette liste, il va falloir aller chercher chaque voix avec les dents. Alors, il y a peut-être une opposition là, ça arrive très tard et il faut maintenant aller chercher les voix avec les dents ? Ça veut dire que ça a été stratégiquement assez mal joué, et puis ils arrivent maintenant avec un programme ambitieux, décliné sur un ton un peu grandiloquent, je trouve, Renaissance, avec des chiffres impressionnants, 1000 milliards destinés à la transition écologique. Je dirais que c'est un chiffre qui ne signifie rien pour personne en réalité. 1000 milliards, qu'est-ce que ça veut dire pour les Français? Quels sont les ordres de grandeur où on va aller chercher l'argent exactement? Si vous voulez, je trouve qu'on est dans une phase de décalage par rapport à la façon dont il aurait fallu l'exprimer. D'une manière un peu plus concrète que cela, et qu'il joue au maximum la carte progressiste versus nationalisme visant le RN, et que c'est un jeu relativement dangereux aussi qui est en train de se dérouler là sous nos yeux. Cette alternative unique, RN et Marcheur. Oui. En fait, c'est un programme qui reprend toutes les propositions défendues par le chef de l'État. C'est la liste Emmanuel Macron, cette liste. Oui, ça vous surprend, Cyril? Non, mais je veux dire, Nathalie Loiseau, dont on dit qu'elle n'imprime pas depuis plusieurs semaines, au fond, elle n'est pas du tout confortée par la publication à la fois de la liste et de ce programme. Alors, en fait, c'est Emmanuel Macron, il est même en photo partout. Le problème, c'est que, évidemment, de toute façon, c'est les gens... Il est la tête de liste. Oui, les gens vont voter La République En Marche, c'est le parti du président, donc ils vont voter pour Emmanuel Macron, et d'ailleurs, ils ne vont pas seulement voter... Malheureusement, d'ailleurs, on peut se dire pour des raisons européennes, mais aussi pour des raisons nationales. Et ensuite... Oui, mais il y a un vrai risque. Troisième élément, d'après les sondages, ils vont être peu à voter, puisque, encore une fois, l'abstention va être assez forte cette aux élections européennes. ne fonctionne pas, si le score, s'ils sont numéro 2 par rapport au Rassemblement national. Au fond, c'est Emmanuel Macron qui va être en jeu. Comment terminer le quinquennat ? Alors là, je trouve ça sévère, parce que tout le monde disait que, justement, le risque, c'était que le Rassemblement national fasse un score démesuré. Après, on a eu des sondages où souvent La République En Marche était devant le Rassemblement national. Là, ils sont un petit peu au coude à coude. C'est déjà une performance. Enfin, je veux dire, s'ils sont au coude à coude, s'ils arrivent au coude à coude, vu actuellement, on est au milieu du quinquennat, enfin un petit peu plus que le milieu, avec évidemment un sommet d'impopularité qu'ont tous les dirigeants à cette période de leur mandat. S'ils arrivent à faire un tel score, s'ils arrivent même à être tout près du Rassemblement national, ce sera déjà une victoire. J'écoute Jérôme et je me dis que maintenant, on en est à se dire que le parti présidentiel, s'il arrive à être près du Rassemblement national, ce sera déjà une victoire. Ce qui veut quand même dire... C'est du pragmatisme. Ah, mais vous avez raison. Mais ce qui veut dire la difficulté réelle dans laquelle il est en train de se débattre. Si son score est perçu comme moins bon, même qu'au départ de la campagne, il y aura un problème pour Emmanuel Macron. Bien sûr. C'est pas seulement un changement de gouvernement qui va arriver à la fin du problème de quinquennat. Mais je persiste à penser qu'en présentant, si vous voulez, son action contre celle du Rassemblement national et avant contre celle du Front national, il a pris le risque d'un duel dont il risque de sortir perdant. C'est une mauvaise idée. Oui, mais je pense que surtout ce qui sera important, c'est de voir le score des Républicains. Les Républicains, souvenez-vous, donnés pour morts il y a encore quelques mois, s'ils font un bon score, là, ce sera plus embêtant pour Emmanuel Macron. Si, ça sera plus embêtant pour Emmanuel Macron pour la présidentielle de La République En Marche. Oui, parce qu'ils seront remis en selle. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le nombre de listes, 33 listes. On les a examinées ensemble. Jérôme Cordelier, Guillaume Doyen. Alors, il y a des listes, la liste du Parti Pirate, vous l'avez vu, un parti fondé en 2006, est emmené par Flory Marie, qui a 31 ans, qui est chef de cabinet d'un maire du Bas-Rhin. Vous avez la liste Ensemble Patriotes et Gilets jaunes. Vous avez beaucoup de Gilets jaunes, d'ailleurs, répartis sur les listes. Vous avez vu, Guillaume Doyen ? Alors, ça peut être un avantage
pour la liste des Renaissance, pour la liste des marcheurs, évidemment. Ça peut diluer le vote, le vote Rassemblement National. C'est un gros handicap pour la gauche, parce qu'il y a un émiettement, évidemment, des listes à gauche. C'est sûr qu'ils auraient pu faire cause commune, on peut dire, entre Yannick Jadot, Raphaël Glucksmann, alors il y en a plein. Hamon, la liste Parti fédéraliste européen, la liste Mouvement pour l'initiative citoyenne. Bon, les listes qu'on connaît un peu mieux, c'est Debout en France, bien sûr. La liste Allons enfants, c'est le parti de la jeunesse. Composé uniquement de moins de 30 ans. C'est des listes qui pourraient exister. Non, mais c'est n'importe quoi. Écoutez, là, vous êtes quoi, des citoyens qui vont devoir éplucher 33 listes, qui vont se retrouver devant 33 bulletins de vote possibles. Quel est le sérieux qu'on peut accorder à un scrutin où absolument tout et n'importe qui se présente, alors même que vous le signalez, il y a déjà une abstention traditionnellement élevée et qui va l'être encore plus. Guillaume Doyen, juste un mot sur un papier de Cédric Néo, qui est donc dans la Gazette des Communes. C'est le malaise qu'il y a dans ces territoires en danger dû, au fond, à l'absence de... programmé de fonctionnaires territoriaux. Alors en fait, c'est ce qu'il a visé, Cédric Néo en particulier, c'est le recul du nombre d'implantations publiques, si vous voulez. Il y a moins d'écoles, il y a moins de perceptions, il y a moins de gendarmerie. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de fonctionnaires. Ça veut simplement dire que le service public s'est éloigné des gens dans un certain nombre de territoires ruraux et que ça, c'est matériellement vérifié, ça a été constaté que le temps d'accès dans les territoires ruraux du citoyen au service public est plus long. La Cour des comptes le confirme d'ailleurs, et c'est une des causes, certainement pas la seule, une des causes possibles aussi qui a favorisé l'émergence du mouvement Gilets jaunes. Il y a des chiffres spectaculaires, en 30 ans, il y a quand même 50% de maternité en moins. Parfois, ça a été une bonne chose, c'était trop petite, c'était excédentaire, etc. Mais on allait très loin, si vous voulez, dans la redistribution des cartes. Il fallait aussi accompagner le changement de population du territoire. Ce papier de Cédric Néo, dans la Gazette des Communes, autopsie d'un malaise dans les territoires dits en danger. Jérôme Cordelier, on vous retrouve tout à l'heure pour le débrief de l'actualité et des propos de Jérémy de Cercle, qui est le candidat donc 4e sur la liste La République En Marche aux élections européennes. Et on reparlera aussi, bien sûr, de ce programme avec vous, donc dévoilé, de Nathalie Loiseau, la tête de liste. Merci Jérôme Cordelier, merci Guillaume Doyen. Tout de suite, vous aussi, on passe à la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France, c'est important. On regarde ensemble, on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant de recevoir Jérémy de Cercle, le candidat sur la liste La République En Marche aux élections européennes, 4e en position éligible, on va regarder ce qui se passe du côté du reste du monde avec TV5 Monde. C'est Donald Trump qui a des records de popularité aux États-Unis, vous allez le voir. Et puis on se rendra à Chicago en même temps où des manifestations de ceux qui travaillent pour Uber, vous savez, celui qui a remplacé les taxis, sont manifestent dans les rues de Chicago. Et puis en Afrique du Sud également, où les électeurs se rendent aux urnes pour les élections législatives avec une prime pour le parti au pouvoir, l'ANC, qui risque de gagner ces élections. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.
Donald Trump, le président américain, est en meeting devant ses supporters ici en Floride. À 18 mois de la présidentielle, il a toutes les faveurs et toutes les raisons de pavoiser. Le taux de chômage est au plus bas depuis près de 50 ans, à 3,6%. À la bourse, les marchés financiers n'ont jamais connu un cycle de hausse aussi long de toute l'histoire de Wall Street. Et vous savez, on a l'habitude de dire aux États-Unis que quand l'économie va bien, tout va bien pour la Maison-Blanche. Depuis des heures, ces chauffeurs font le pied de grue près d'un immeuble de Chicago où se trouve le siège d'Uber. Mépris, absence de dialogue et faible rémunération. Pour les manifestants, la firme américaine est loin d'afficher une politique exemplaire. Et ils entendent mettre la pression sur l'entreprise avant son introduction en bourse, prévue ce vendredi. Ils vous disent que vous êtes un entrepreneur indépendant, mais ils vous traitent moins bien qu'un employé à temps partiel. Ils vous contrôlent par les algorithmes. Ils vous disent que vous êtes votre propre patron, ce qui est absolument faux, parce que vous devez passer 12 à 13 heures à conduire pour gagner le minimum vital. C'est en famille que les Sud-Africains se sont rendus aux urnes. Élections législatives et régionales. Et la nouvelle génération risque bien de connaître la continuité avec l'ANC, le parti au pouvoir. Car malgré les nombreuses récriminations, nous avons besoin de travail. Beaucoup de jeunes en Afrique du Sud ne travaillent pas. J'ai voté car je veux le changement. J'aimerais que la corruption cesse aussi. Le parti qui est au pouvoir depuis 1994 reste populaire. Il est crédité de 51 à 60% des intentions de vote. Il conserverait une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui assurerait un nouveau mandat au président Cyril Ramaphosa. C'est une terre de glace et de glaciers. Mais comme d'autres endroits de la Terre, l'Islande n'échappe pas au phénomène du réchauffement. À certains endroits, les glaciers disparaissent désormais à la vitesse de 50 et parfois même 100 mètres par année.